Je suis en train de construire un chatbot de fou furieux et en plus de ça, j'ai fait 2 énormes pots de kimchi maison et j'en ai à manger pour des mois et des mois. Non, trêve de plaisanterie, je suis en train de faire un chatbot de malade qui utilise du coup N8N, N8N qui est un outil d'automatisation un peu dans l'idée de Make, mais que l'on peut héberger. En plus de ça, j'utilise des intelligences artificielles et il y a de la possibilité de l'héberger sur ses propres ressources, donc réduire grandement et maîtriser beaucoup mieux la quantité d'énergie utilisée. Et je voulais vous montrer comment est-ce que j'ai fait tout ça. Ok, alors nous sommes sur N8N qui du coup vraiment ressemble un petit peu à Make dans l'idée de un outil d'automatisation avec des blocs et l'automatisation avance. La principale différence déjà, c'est qu'on peut l'héberger soi-même. Et effectivement, N8N, je l'ai téléchargé sur mon propre serveur, mais j'aurais pu le faire tourner sur ma propre machine ou encore sur d'autres choses. Ce qui fait que on retire tous ces sujets de nombre d'opérations limitées. Vous savez, dans Make, sur le plan gratuit, on a 1000 actions automatiques. Quand on paye 9 $ par mois, on a accès à 10 000 actions automatiques. Quand on paye 18 ou 20 $, on a accès à encore plus. Mais on a toujours cette limite. Et dans certains cas, quand on fait du traitement de grandes bases de données, c'est confortable de ne pas avoir de limite. Et typiquement, en payant un serveur à peu près 9 $ tous les mois, 9 euros d'ailleurs, en Allemagne, déjà, je maîtrise d'où mes données viennent et où elles sont stockées. Et en plus de ça, je me libère beaucoup de charges par rapport à ce nombre d'opérations, etc., etc. En plus de ça, en utilisant N8N, j'ai accès à certaines fonctionnalités qu'il n'y a pas forcément dans Make. La première chose, c'est que, déjà une chose, c'est que je peux mettre plusieurs triggers, c'est-à-dire plusieurs déclencheurs sur la même automatisation ou sur le même espace de travail. Et ça déjà, c'est très pratique. Autre chose, il existe un certain nombre de déclencheurs, mais typiquement, N8N a développé son propre déclencheur de chatbot. Et typiquement, ce chatbot, que j'ai déjà commencé à utiliser, je vais le redémarrer. Il est là. Peut-être même que je peux le mettre encore plus grand, j'avoue que je ne maîtrise pas assez. Mais ce chatbot est là et en envoyant un message ici, ça va déclencher tout ce scénario. Donc, c'est très pratique. Et en plus de ça, ce chatbot, je peux le déposer sur un site web, sur une application. Je peux le embed de la même manière que vous avez intégré, je ne sais pas, un Calendly sur votre site internet ou autre. Et autre super fonctionnalité, il y a ces agents IA. Donc, on peut aller dans Advanced IA et on peut tout à fait créer un agent que l'on va retrouver ici. Et vous voyez qu'on peut plugger sur cette même action, sans même passer à l'action suivante. Sur cette même action, on va pouvoir plugger un modèle de large, LLM. Donc typiquement, on peut utiliser OpenAI, on peut utiliser Ollama, on peut utiliser Anthropic, Claude, etc. On va pouvoir gérer de la mémoire. Alors ça, je me laisse guider, je m'embête pas trop. Et puis, on va pouvoir utiliser des outils supplémentaires. Par exemple, je sais qu'on peut connecter soit des bases de données vectorielles, on va voir ça dans un instant. On peut connecter Wikipédia, on peut connecter un calculateur, on peut connecter des tas et des tas d'outils. Et donc, l'agent IA va aller piocher dans ces informations, par exemple Notion, une base de données Notion, et l'utiliser dans sa réflexion. Donc ça, c'est quelque chose dont j'avais pas tellement vu la possibilité dans Make. Et ici, visiblement, c'est tout à fait possible. La preuve en est cette belle automatisation. Alors, cette automatisation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut faire un petit peu peur. Dans l'idée, quand quelqu'un envoie un message, il y a un agent IA, c'est-à-dire un chat GPT, pour faire simple, il y a une intelligence artificielle qui va lui répondre. La force de ça, c'est qu'on peut vraiment maîtriser toute sa réflexion et toute sa banque d'informations à cette intelligence artificielle. Et typiquement, on va pouvoir lui plugger une librairie de connaissances, une base de connaissances que nous-mêmes, on va pouvoir agrandir, augmenter, nourrir. C'est ça, de ce que j'ai compris, parce que c'est un sujet technique et je me suis plongé dedans il y a 2 jours, c'est ça que l'on appelle des bases de données vectorielles ou vector store. Il y en a un certain nombre. Certaines sont très très connues dans l'univers de la base de données vectorielle et des intelligences artificielles. J'y suis depuis 2 jours. Mais typiquement, Pinecone est très très répandu et il lève énormément d'argent, on entend beaucoup parler de ça. Supabase, et c'est ça que je trouvais génial, a son propre vector store, Quadrant, et il y en a encore d'autres que je ne maîtrise pas du tout, il y en a des tas évidemment.
La différence, de ce que j'ai compris, entre une base de données relationnelle traditionnelle comme on peut en voir dans Notion ou dans Airtable ou dans Supabase ou autre, et la différence avec une base de données vectorielle, c'est que une base de données vectorielle va prendre en compte par des systèmes de calcul et de listes de nombres calculés, va réussir à transposer des informations dans des tas et des tas de dimensions. Ce qui fait que une intelligence artificielle peut beaucoup mieux comprendre les relations entre chaque thématique, entre chaque sujet, et peut beaucoup mieux répondre de manière plus pertinente. Autre chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'il est possible non seulement de mettre du texte dans ces bases de données vectorielles, mais on peut aussi, si je ne m'abuse, ajouter des images, ajouter des vidéos, ajouter des PDF, des tas et des tas de choses, parce que une base de données relationnelle, c'est plus juste des éléments de texte, de nombre de booléens et de dates, etc. Mais ça va être une manière de transposer ces documents d'images, de vidéos, de PDF en une série de nombres qui sont ensuite déposés dans la base de données vectorielle. Et la base de données vectorielle, c'est les relations et la proximité entre différents sujets. Voilà pour expliquer très simplement avec ma petite compréhension ce que moi j'ai compris des bases de données vectorielles. Comment est-ce que je l'applique maintenant à mon cas, à moi ? Dans mon but, moi, je veux faire un bot, un chatbot, où des gens un petit peu inquiétés de l'actualité du monde se connectent à ce chatbot et disent: est-ce que tu peux me rassurer sur tel ou tel sujet? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans le monde ces 3 dernières semaines, ou etc. Et mon but, c'est que l'agent IA qui va lui répondre à cet utilisateur inquiet va aller piocher dans une liste de beaucoup de good news, des milliers à terme. Et en plus de ça, ces good news vont être piochés dans la vraie actualité. C'est ça qui est génial, c'est vraiment ce qu'il se passe. Donc dans l'idée, il faut que j'ai parlé en anglais, il faut que j'enregistre dans une base de données vectorielle des tabelles récupérées sur le web, et ensuite que mon intelligence artificielle aille se connecter et aille réfléchir et parcourir cette base de données vectorielle, la parcourir, regarder qu'est-ce qu'il s'est passé sur telle ou telle thématique, s'en rapprocher et regarder les différents sujets. Donc finalement, c'est précisément ça qu'il se passe. Quand quelqu'un parle à mon chatbot, ça va déclencher l'automatisation, ça va trigger l'automatisation. Non, j'ai plus de batterie, je reviens dans un instant. Donc, pour revenir sur ce que je disais, quand quelqu'un va parler au chat, mon automatisation va se déclencher parce que c'est un trigger. Ensuite, l'intelligence artificielle va recevoir cette question, va comprendre quel est le sujet, et pour répondre, va utiliser ma base de données vectorielle qui se trouve aussi dans Supabase. En l'occurrence, j'ai tout mon fonctionnement de Good News dans Supabase, et va utiliser ChatGPT pour comprendre et pour observer cette base de données, va répondre avec ChatGPT. L'IA, l'outil d'IA en face de l'utilisateur va utiliser ChatGPT. C'est pour ça qu'il y a ChatGPT dans ces différents endroits. Donc, la base de données vectorielle, la base de connaissances va être parcourue et va être utilisée pour répondre à l'utilisateur. Donc, dans ce cas-là, c'est absolument génial. Ma base de données vectorielle, on se dit peut-être que ça ressemble à quelque chose de très bizarre. En vérité, ça ressemble à une liste de documents. Et actuellement, on voit qu'elle est complètement vide. C'est normal. Je l'ai créée tout à l'heure. Et l'idée, c'est de remplir cette base de données de connaissances à chaque fois que une nouvelle good news sera détectée. C'est précisément à ça que sert ce scénario. Lorsqu'il y a une nouvelle ligne dans la liste de toutes mes bonnes nouvelles, lorsqu'il y a une nouvelle ligne qui est ajoutée, l'automatisation va se déclencher grâce à un webhook, c'est-à-dire il y a une machine qui détecte qu'il y a une nouvelle ligne et qui envoie un signal électrique à N8N ici pour dire « Allez vite, déclenche-toi ». Une fois que ça s'est fait, N8N calcule quelle heure il est précisément maintenant et dit « Va me récupérer dans Supabase une ligne qui a été récupérée il y a entre maintenant et il y a 5 secondes ». Donc, c'est littéralement la ligne qui vient d'être ajoutée. Tu la retraites un petit peu pour seulement garder ce qui est essentiel. Tu me gardes seulement le contenu, l'auteur, l'URL et la date de publication. Finalement, c'est ce qui est marqué dans contenu, auteur, URL et created at, la date de publication, de création. Et ensuite, tu vas me la déposer dans ma base de données vectorielle, ma base de connaissances.
Voilà. En utilisant pour bien comprendre ce que tu fais ChatGPT et bon je crois que ça permet de découper en des morceaux compréhensibles pour une base de données, des morceaux de texte. On n'a peut-être même pas besoin de rentrer dans ce détail et la vérité c'est que je le maîtrise pas. Bon. L'idée c'est de transférer toutes mes good news existantes actuellement. Pour l'instant j'en ai 473 depuis tout début janvier. J'ai recommencé à populer cette base le 4 janvier. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer toutes mes lignes de bonnes nouvelles et aller les déposer dans le vector store, c'est-à-dire la base de données vectorielle de connaissances. Et pour ça, évidemment, j'ai créé au sein du même espace de travail, de la même automatisation sur N8N, j'ai ajouté une autre automatisation qui, quand je démarre ce workflow, c'est-à-dire cette automatisation, tu vas récupérer l'intégralité des good news. Hop, donc là, c'est ce qu'il vient de faire. Il vient de récupérer 473 items. C'est ceux qui sont ici. D'ailleurs, je m'assure juste qu'il n'y a pas une ligne qui s'appelle genre test. Voilà. Donc, tu vas la supprimer, celle-ci. On va aller venir rechercher 472 lignes. Tu vas les retraiter pour seulement garder le contenu, l'auteur, l'URL et la date de publication. Et tu vas me les déposer dans ma base de données vectorielle. Tu vas insérer des documents. Et là, on va le faire en direct. Je l'ai pas encore fait. Ok, let's go. Là, c'est en train. Mais non! Bon, j'ai plus de batterie sur mon autre caméra. C'est un plaisir. Donc, on va continuer juste comme ça. Voilà, on voit que l'automatisation tourne. Et en principe, la base des documents est en train de doucement se remplir. Ok, c'est le moment de vérité. On se rappelle que j'ai 472 good news enregistrés dans ma base de données. Est-ce qu'il y a bien 472 documents enregistrés dans ma base de données vectorielle? Je rafraîchis. Et là, effectivement, il y a bien 472 éléments. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a le texte, le contenu. Il y a les métadonnées. Alors ça, c'est pas moi qui les ai choisis, mais l'auteur, la source URL et la date de publication, c'est bien moi. Et enfin, il y a ce qu'on appelle dans les bases de données les embeddings, c'est-à-dire les intégrations. De ce que je crois comprendre, ce sont des sortes de coordonnées, une sorte de géolocalisation dans un univers dans un univers multidimensionnel d'informations. Donc typiquement, cette information-là se trouve à la localisation moins 5,33, moins 5,0, etc., etc., etc. Donc, j'ai ouvert via N8N, j'ai récupéré mon chat URL et je l'ai ouvert dans cette fenêtre. Bonjour, si vous pensez que le monde n'est fait que de mauvaises nouvelles, alors posez-moi des questions et je saurai vous rassurer. Bonjour, je suis inquiet concernant les questions environnementales. Saurais-tu me rassurer et me donner des sources à lire? C'est la première fois que j'essaye, on verra. Hein. Alors là, à mon avis, ce qu'il se passe du coup, c'est que dans mon automatisation, l'IA comprend avec ChatGPT ma question, va aller regarder la base de données vectorielle et va répondre. Voici les sujets. Il y a plusieurs développements positifs concernant l'environnement qui pourraient vous rassurer. Leadership pour le climat. Génial. Zone protégée, une nouvelle réserve tropicale en République démocratique du Congo, j'ai lu ça hier. Et action communautaire au Royaume-Uni, des plongeurs bénévoles se mobilisent pour récupérer des déchets marins. Oh waouh, et je vois même visiblement qu'il y a des URL, on va voir. Pour approfondir, voici quelques sources où vous pourrez lire davantage. COP30 en Amazonie. Ah yes, attends. Est-ce que ça fonctionne, cette URL? La question, c'est vers quoi il me redirige. Bon, c'est vraiment une première version. À mon avis, je pourrais attendre encore longtemps. Ok, il va falloir que je gère ce sujet-là. Peut-être que je l'ai mal enregistré, il faut que je l'ajoute d'une autre manière. Mais en tous les cas, je vois que je suis déjà très très content et je sais qu'au besoin, je peux lui en demander un peu plus sur ces sujets. Voilà ce fameux chatbot que j'ai fait en parallèle de mon kimchi et je vais pouvoir me régaler et me rassurer en mangeant des plats délicieux.
Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part sur les commentaires. J'imagine que ça soulèvera des tas de questions, donc n'hésitez pas, les commentaires sont le bon endroit pour le faire. Et au besoin, on peut même discuter. Si vous voulez m'ajouter sur les réseaux, sur LinkedIn ou venir sur le Slack No Code France, vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. À très bientôt, c'était Emmanuel de Joyeux No Code. Ciao, ciao!